il est temps que le peuple congolais azwa makanisi ya sérieux ya mboka na ye. Congo RDC eza mboka nzambe apesi bino, mais eza mboka il y a pas mal de bénédictions. Congolais alingaka kaka nini kosakana kobina soki balobi lelo mariage eza na matonge na Belgique. Bokomona Congolais akokende noki akolata verchache akokende kaka kolakisa bilamba boza na mutu ou boza babato ya soba. Non, nazo comprendre mawa. Il faut Congolais à comprendre que mboka eza mboka. Il faut Congolais à comprendre que ceux qui a perdu Congo RDC et qu'il y a la nette palestinien à Zobunda tout le temps dans Israël. Parce que Israël, il n'y a pas palestinien. Ceux qui ont sali kebate, mais beaucoup là. Et ça va être fini. Histoire, il y a Congo et ça coûte que coûte les lots. Ceux qui ont raté RDC et Sili. C'est le soulèvement populaire. Et ça, élection. Est-ce que France, il y a là qui a occupation? Est-ce que Basala qui élection? Bon, Fongola Moutou? Bon, Kanissa. Kanissa, peuple congolais. Est-ce que France, il y a là qui sous occupation? Basala qui élection? Est-ce que Belgique, Hitler, Azo, bêta, bombe? Est-ce que Basala qui élection? Est-ce que Angleterre, Hitler, Azo, bombardé? Est-ce que Basala qui élection? Mais Congolais. Fongola makanisi na yo peuple congolais. Oza moto ya soba, oza moto te. Oza moto, oui ou oza moto te. Non. Il faut bien comprendre que Bamozungu wana, Occidentaux 666, baza bapatote. Bazo Zouabino net boza basoso. Ceux qui Congolais à comprendre lelo. Il faut na telema. Congolais à comprendre yangote. Congolais à kolela. Ceux qui vous comprendre bokolela. Parce que Bango, plan na Bango, il faut balkanisation et quota. Il faut basila na bino. Il faut baboma. Botala Rossi Mukendi, pomier, net black. Après, empoisonné Tatanaï. Mais peuple congolais, fongo la miso. Ceux qui ont fongo les misotés, lobby nani. Yo ou moninga na yo, ou voisin na yo. Est-ce que, mais Kanissa, Congolais. Kala, bozo mona ba combattant et belé. Ma marche et zo salama. Bozo mona bango et belé. Mais lelo, silence total. Et ni yango zoloba. Est-ce que Congolais azo zoa eloko sérieux ya mboka na ye? Est-ce que Congolais azo kanisa que mboka Congo eza mboka na ye? Est-ce que Congolais a kanisa que si mboka na ye et bimi na ba situation mabe a ko vivre malamu mieux que na l'Europe ou na États-Unis? Mais Congolais, Fongola mutu na yo, olingi aussi la vie na yo na Europe, ozo kanisa ou ozo kanisa au peuple congolais. Non. Na yebite, yo
Bozo pensez que Bozo n'a pas passeport belge. Bozo n'a pas belge. Oza n'a passeport français pour la bino. Hein? Je suis français. Mais Oza congolais. Congolais, wake up. Téléma congolais. Fongola miso. Hein? Lamouka, peuple congolais. Lamouka. Mais ceux qui ont l'amoukité. Hein? Bako Bomayo congolais. Botala na Belgique, bazo boma ba congolais. Hein? Bon fongola miso. Hein? Et bino bozo sakana. Na Congo bazo boma ebele. Mais ceux qui vont fongola misote. Mais lobby bokoloba trop tard. Parce que eux bokoloba trop tard. Et ba mundele bako seka. Pona bango balingi, peuple congolais va disparaître. Et ça ambitionne à bango. Ceux qui vont comprendre yangote, ah non, na yebite. Il faut bokanisa, il faut bokanisa. Il faut bokanisa. Bokanisite, bokolela. Et heure bokolela, c'est fini. Pona bango, balingi nini, kozwa mboka na bino. Mboka, il faut bazwa yango na otage. Il faut Congolais ba bomaye, il faut Congolais ba massacrer, ni oyo balingi. Balinga ka Congolais te. Ceux qui vont comprendre, un jour beaucoup comprendre. Parce que pour la Bango, il faut Congolais à Koufa. Il faut Congolais à Koufa. Congolais a lingi trop bêtises. Mais bêtises c'est faute à gâter. Congolais na Europe, certains Congolais. Kalabazan a ba situation ya bien té na Congo RDC. Et ni bango bazoteka Congo. Bato ya Kabila bazo ya la poto. Bazo protéger bango. Mawa. Congolais lamuka. Destin, il faut l'amoka. Il faut. Soit Congo, RDC, sérieusement. Ceux qui ont besoin, en gros, sérieusement. Avec des renseignements, en demandant à tous les Africains que ce qui se passe au Congo, avec l'assassin de Lumumba, c'est l'avenir du continent africain qui est hypothéqué. Mais ce qui est malheureux, c'est de voir que les Congolais eux-mêmes ne sont pas conscients. On comprend, on a connu une colonisation dure, quelquefois l'apartheid, et la plupart des élites qui devraient apprendre l'histoire de ces pays n'ont pas appris cette histoire. Et on a essayé un peu de cacher l'histoire à nous d'abord, à nos enfants. Je pense à plusieurs affaires. On dit pour libérer un peuple, il faut qu'il prenne conscience de son passé. Et on dit aussi, si vous voulez tuer un peuple, il faut tuer ça. Voilà. La fois dernière, ils m'ont fait ça. Aujourd'hui, ils le font encore. Ah là 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 là, je suis fatigué. Ah là 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 là. Bon moni, hein? Apple. La distance bat contre la Kaba appareil. La fois dernière, ils m'ont fait ça.
ils ont constaté maintenant, heure na lobaka, bah, bilok, il y a sérieux, il y a RDC. Ils dérèglent l'appareil. Congolais, il faut l'amoka. Congolais, s'il te plaît, l'amoka. Congolais, si tu n'aimes pas le Congo, mais aime tes enfants qui sont nés en Belgique, ou qui sont nés en France, ou qui sont nés en Angleterre, afin que ces enfants-là aient une terre congolais. Ah, Nzambe. L'amuka congolais, l'amuka, l'amuka, l'amuka. L'amuka congolais, s'il te plaît. Ceux qui ont l'amoukité, la situation est vraiment bien. L'amuka. On peut avoir le doctorat. Nous ne sommes pas des hommes debout, des hommes conscients. Ce qui fait que l'Afrique est dans cet état et personne n'a le courage de tirer les leçons de l'histoire. C'est comme s'il n'y a pas d'urgence. Les Africains vivent comme si tout est normal. Et quand vous allez parler avec ces gens, vous dites ici docteur, professeur, mais l'Afrique est dominée, l'Afrique est pillée par les mêmes qui étaient à la base de la création certains États, avec la conférence de Berlin. C'était comment diviser l'Afrique, comment l'exploiter. Et ça continue toujours avec ça. Mais malheureusement, on a encore des élites très aliénées. Aliénées parce que ce sont des élites qui ont été à l'école occidentale. Ce sont des élites qui ont appris à vivre pour elles-mêmes et pour servir les intérêts étrangers. C'est ça notre malheur. Donc nous avons le devoir de rectifier vite les tirs pour que nos enfants, nos petits-enfants, et ceux qui viendront après nous, vivent dans une Afrique libre, dans un Congo indépendant, un Congo debout. De toute façon, c'est le cours de l'histoire, ça ne va pas s'arrêter. Je pense que l'Occident est terminé, c'est fini l'Occident. Ça, il faut que les gens comprennent. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La raison pour laquelle j'ai amené ce livre, pour que les gens comprennent que le monde de la guerre froide est arrivé à la fin. Donc, ce qui est dramatique, c'est que nos élites analysent le monde actuel avec la grille lecture de la guerre froide. C'est comme ça que vous parlez de la Belgique, vous parlez de l'Europe. C'est déjà le passé. L'avenir se joue en Asie-Pacifique, ou bien sur le continent Eurasie, où il y a concentration de richesses de la population. Et si nous ne faisons pas beaucoup attention, nous risquons d'être marginalisés et être ce qu'on peut appeler la banlieue de puissance.
Et les autres vont venir chez nous se battre en Afrique. Et peut-être nous risquons d'être encore recolonisés si nous ne nous préparons pas pour nous battre. Donc ce que nous faisons maintenant, c'est préparer d'abord sur le plan intellectuel et culturel nos petits-enfants, nos enfants, que le monde qui nous attend demain, c'est un monde très dur. Nous devons nous préparer à nous libérer et à tracer notre voie. Donc c'est notre travail, on laissera les historiens juger ce que nous faisons aujourd'hui. Donc c'est l'histoire qui va nous juger, ce n'est pas les hommes d'aujourd'hui. J'ai vu dans la déclaration de la conférence épiscopale nationale du Congo de Senko, il y a un point vraiment qui, moi, personnellement, m'a tiqué, puisque je suis les discours à la télévision et ainsi de suite. J'ai même dû reprendre quelques lignes. On dit corps du Christ, l'Église n'est inféodée à aucune organisation politique. Bon, il faille qu'on définisse d'abord ça. Et on dit sa seule préoccupation, c'est de contribuer au bien-être du peuple tout entier. Et on a donné effectivement la liberté, et ainsi de suite. Pourquoi les gens s'en prennent à l'Église catholique alors qu'elle dit clairement qu'elle n'a pas de ramifications avec les organisations politiques? Je pense qu'il y a un problème ici. Il y a des contradictions qui apparaissent directement en disant que l'Église n'est pas inféodée à une quelconque parti politique qui est à l'opposition. Mais quand vous regardez en profondeur, vous voyez les prises de position de l'Église, on doit s'interroger. D'abord, l'Église sait très bien que le peuple congolais attend des élections. Auparavant, on demandait aux gens, on exigeait au gouvernement de préparer les élections. C'était le fond du problème. On a enrôlé les gens, ça fait 46 millions, bien 45 millions de gens. Ça prouve que le peuple attend des élections. 46 millions sans procéder au toilettage. Quand on va toiletter, c'est peut-être 44, 45. Donc c'est déjà un fait. Deuxième fait, le gouvernement a voté des billets de peu près 500 millions. Et troisième fait, je pense que... le calendrier électoral. Le calendrier électoral, c'est déjà donné. Là, il n'y a pas de discussion. Mais on doit s'interroger. Pour quelles raisons l'Église préfère soutenir les manifestations CLC? CLC, oui, je pense, hein? CLC. En disant qu'il n'est pas inféodé. Quand on fait une analyse rigoureuse, on voit que ceux qui sont acteurs de CLC sont des politiciens. Je prends un cas clair, palpable. C'est le professeur Ndayouel. Beaucoup de gens ne savent pas. Aujourd'hui, on les présente avec l'étiquette d'un intellectuel. Professeurs, ce sont des professeurs qui ont signé. Les gens ne font pas la politique. Mais le professeur Ndayouel avait adhéré à une sœur de Pierre Lumbi. Les documents sur le compte de filles. Donc ce sont des éléments qui doivent nous interroger. Quel jeu l'Église en tant qu'institution? Parce qu'il faut faire la part des choses. L'Église en tant qu'institution, l'Église en tant que communauté de croyants. Mais actuellement, c'est l'Église en tant qu'institution qui prend position. Ce ne sont pas des croyants, mais qui prend des positions qui entraînent la population, les croyants, dans ce jeu politique. Parce qu'ils doivent manifester. C'est bien prévu dans la loi, ils doivent manifester. On manifeste pourquoi? Et quand vous regardez les communiqués de celle-ci, que l'Église soutient, ils vous disent il faut faire la transition sans Kabila, il faut aller contre la dictature, mais au même moment, on demande qu'on aille aux élections. Ça prouve que l'Église ne joue pas les francs jeux. Et ça me rappelle, quelquefois, de faire appel à l'histoire. On a tendance à oublier ce qui s'est passé du temps de Mobutu pendant la transition. Rappelez-vous, la conférence souveraine, dans quelles conditions c'était terminé. Et cette conférence souveraine, comment ça s'est passé? On passait de gouvernement en gouvernement, je pense qu'on a fait 9 gouvernements de transition. Ça n'a pas résolu la crise, alors que l'objectif était d'aller aux élections. 9 gouvernements de transition, des négociations en négociation, des concessions en concession. Pouf, on voit l'AFDEL. L'AFDEL arrive. Ceux qui se battaient pour la démocratie, je prends l'exemple de l'UDPS,
n'a pas accès au pouvoir. C'est la FDL qui arrive, qui prend les choses. Mais la FDL était soutenue par les multinationales. Mouzé a corrigé les tirs. Voilà, en corrigeant les tirs, Mouzé a perdu sa vie. Il a été assassiné pour ça. On n'a pas cédé Mouzé parce qu'on veut la démocratie. Parce que l'enjeu, ce n'était pas les élections, c'était la démocratie qu'on cherchait. On voulait avoir de nouveaux gérants. Et là, ça devient intéressant d'aller dans l'histoire aussi, s'interroger, avant de voir la dimension géopolitique. En 1885, à Berlin, quand on a créé l'État indépendant du Congo, on a confié à Léopold II la mission d'être gérant. Donc le Congo était créé, je dirais un peu, à cause du capitalisme impérial occidental. Comme ils se battaient, les 14 puissances sont mis d'accord pour dire qu'on va donner la gestion à Léopold II, mais il faut qu'il laisse la liberté de commerce. C'est toute l'étendue, comment on appelle ça, du bassin du Congo. Mais Léopold II, lui, très malin, il a institué des monopoles. Et ces monopoles ont débouché sur les mains coupées. Donc, du sang sur les lianes. Les mains coupées, on a tué 40 millions de Congolais pour produire ce qu'on appelle le caoutchouc. Et ce caoutchouc était tellement demandé sur les marchés internationaux parce qu'il fallait fournir. Donc, le malheur à faire, c'est qu'on ait au Congo ce caoutchouc naturel. C'était ce qu'on a coupé les mains des Congolais, on les a exploités. C'était quelque chose d'esclavage sur le propre territoire. Maintenant, la communauté internationale, entre guillemets, les 14 puissances, ils ont décidé de ravir le Congo pour donner à l'annexer à la Belgique. Ça parce que Léopold II avait tué les Congolais, non. Il n'a pas respecté l'acte de Berlin qui avait prévu la liberté de commerce. C'est ce qu'on a donné à la Belgique, la mission, et charte coloniale, donc le Congo est annexé. La Belgique a sécurisé toutes les 4 puissances, tous les capitalistes internationaux qui veulent faire donc venir exploiter le Congolais jusqu'en 60. En 1960, Lumumba apparaît. Première rupture. Et les capitalistes ne pouvaient pas accepter ça. Lumumba n'était pas communiste. Lumumba a été élu d'une manière démocratique. C'est pour que les gens comprennent les enjeux. On tue Lumumba, on l'assassine. Aujourd'hui, je pense que celui qui a sa dent, on a coupé en morceaux, on a mis dans l'acide sulfurique. Et celui qui avait tué Lumumba a une dent qui présente comme un trophée partout. Est-ce qu'il ne serait pas encore... Il est déjà décédé. Et sa fille qui a hérité la dent de Lumumba. Mais regardez, Lumumba assassiné, les capitalistes occidentaux soutiennent Mobutu dans le premier coup d'État, deuxième coup d'État en 1965, on l'installe. Donc c'était leur deuxième gérant après le Léopold II. Mobutu gère ses intérêts. À un moment donné, les régimes ne marchaient plus et la communauté internationale, de soi-disant, se sont rendu compte que Mobutu ne remplissait pas encore, ne sécurisait pas les investissements. Que faire? On a créé la guerre de la FDL. On est parti chercher Mouzé. Mouzé comme un grand stratège. Parce que ce qui compte, c'était arriver au pouvoir. Mouzé a fait un peu, je peux appeler entre guillemets l'idiot. On racontait, il ne comprend rien, c'est l'ancien maquisard. Mouzé arrive d'abord au premier acte à Lubumbashi. Il devient président. Il s'est proclamé président. Très clairement. De prendre le pouvoir. Et là encore, première rupture. Pardon, deuxième rupture. Mouzé n'était pas contrôlé par eux. Que faire? On l'a assassiné. En l'assassinant Mouzé, on pensait récupérer la situation. Joseph était trop jeune, à 29 ans. On pensait que c'était un enfant, on peut le diriger. Il a fait comme son père, grand stratège, il a fait semblant. Mais Joseph n'était que la continuité de Mouzé. Maintenant, il se rend compte, que faire? Donc le Congo les a échappés. Il faut encore un nouveau gérant. Je pense que pour ceux qui suivent les informations, la plupart des opposants se trouvent en Belgique. Et vous allez voir que le gouvernement belge, à travers Renders, soutient clairement l'opposition contre le Congo. Parce qu'ici, il faut faire à part les choses entre le Congo et le président.
Parce que ce que la Belgique fait aujourd'hui, l'a fait avec Mobutu. Donc, réduire les problèmes, la position de la Belgique par rapport au Congo au niveau du président Kabila, c'est une erreur d'analyse. On l'a fait avec Mobutu. Ce qui intéresse les Occidentaux, c'est comment avoir la main sur les richesses du Congo. Et là, j'ai dit, regardez, est-ce que nos hommes d'église, en tant qu'institution, ont-ils compris les véritables enjeux de ce que j'appelle les véritables enjeux de ces nouvelles mutations géopolitiques. Parce que l'enjeu ici, ce n'est pas la démocratie, c'est comment avoir le contrôle de matières premières, comment contrôler les richesses du Congo. Et surtout, il y a la transition énergétique aujourd'hui. On est en train d'abandonner les énergies fossiles pour utiliser l'énergie verte, et surtout avec ce qu'on appelle quoi, la révolution automobile avec la pile électrique. Et pour faire cette pile, il faut avoir le cobalt. Or, nous produisons 60% du cobalt mondial. Donc, comme du temps de caoutchouc, où l'Occident, avec le pôle 2, ont pillé le Congo, ont tué le Congolais, et le Congo se retrouve encore au centre des enjeux mondiaux. Mais justement, M. Mulumba, les revendications de l'Église ne sont-elles pas fondées, selon vous? Ou bien, qu'est-ce qui motive justement la position de l'Église vis-à-vis de ce qui est produit sur le plan de l'actualité? Je pense que le problème... Qu'est-ce qui motive ces réactions, selon vous? Oui, moi je dis, le problème, c'est de ne pas dire que les réactions sont fondées ou pas. Une question. Est-ce que, je pense que l'Église a beaucoup d'intellectuels qui font grandes études. Est-ce que l'Église catholique comprend l'essentiel? J'ai l'impression que l'Église catholique est dans l'accessoire. Parce que on parle aux élections aujourd'hui. C'est là où je voudrais amener une dimension géopolitique qui est absente dans les débats congolais. Tout le monde se bat, comment il faut accéder, devenir président. Quand on est venu président, là, c'est pour manger et servir les étrangers. Et je vois très mal les étrangers soutenir les élites pour servir notre peuple. En tout cas, l'histoire nous montre le contraire. Mais pourtant, c'est ce que les communiqués disent, non? Le peuple congolais a le droit d'être libre, de profiter de ses richesses, ainsi de suite. Tous ces étrangers, tous ceux que vous qualifiez d'étrangers occidentaux, c'est ça les discours qu'ils disent sur le plan formel. Raison pour laquelle nous, on a eu la chance d'accéder à l'école des Blancs. On sait comment l'Occident ment. On sait comment l'Occident manipule. On sait comment l'Occident manœuvre. Pour dire l'Occident, les capitalistes. Donc nous devons, avec ce qu'on a comme connaissance, et surtout avec la révolution numérique, personne ne peut cacher la vérité aujourd'hui. Il y a quelque chose qui se passe en Chine, en Amérique, en Europe, on est au courant. Donc là, on a on a démocratisé l'information. Donc ça doit nous préparer, nous qui étions à l'école occidentale, de comment faire pour sauver notre peuple, sauver notre pays, sauver l'Afrique. Nous devons être capables de tirer les leçons d'histoire. C'est notre drame ici. L'Afrique, qui a connu l'esclavage, c'est parce qu'il y avait une révolution commerciale qui a eu comme conséquence l'esclavage, donc la première révolution du capitalisme. L'Afrique, qui a connu une deuxième révolution, qui a connu une deuxième conséquence avec la révolution, comment dirais-je, la révolution industrielle, ça a donné la colonisation. Et actuellement, nous sommes dans la troisième révolution, la révolution numérique. Donc l'Afrique doit tirer les leçons du passé, parce que quand vous regardez l'histoire africaine, vous vous rendez compte que c'est à cause du capitalisme, pendant 5 siècles, que nous souffrons. Donc, si ces capitalistes sont encore puissants, et on ne sait pas s'organiser pour faire face à cette puissance, nous allons encore tomber dans un esclavage sur notre propre continent. Parce que ce qui m'a étonné, c'est quelquefois ça me fait rire. Est-ce que les Africains sont conscients? Les élites africaines sont conscientes? Je pose une question. Élites politiques comme intellectuelles.
Regardez l'Union africaine, le dernier forum, le 30e sommet, où on a voté, on a nommé Kagame comme président. Le thème, c'était lutter contre la corruption pour essayer que l'Afrique se développe. Mais regardez un sujet accessoire. Quand d'autres puissances parlent comment se préparer pour faire face à la guerre qui va éclater. Non, les Africains se retrouvent pour la corruption. Donc, les Africains sont encore dans ce qu'on peut appeler les secondaires. Or, l'essentiel est géopolitique. Il y a de nouvelles puissances qui émergent. Il y a des acteurs non étatiques qui sont plus puissants que les États, qui risquent de faire plus mal que les puissances étatiques. Regardez, on ne suit pas les informations ici. On ne suit pas les informations, mais on ne lit pas beaucoup. Je pense que c'est le travail de l'élite. J'ai dit, on vient de connaître, on a un passé douloureux avec le capitalisme. Nous devons être attentifs pour voir, pour suivre de plus près ces mutations, pour éviter que l'histoire se répète. À Davos, il y a eu beaucoup d'interventions, des hommes d'affaires. C'est en Suisse à Davos, forme de Davos, des hommes d'affaires, des militaires, des diplomates, des intellectuels, des journalistes. Et là-bas, on parle d'une crise économique. Cette crise va éclater cette année. Quand la crise va éclater, résultat, il y aura la guerre. Et aujourd'hui, toutes les grandes puissances se préparent à la guerre. Il n'y a que l'Afrique qui ne comprend pas. L'Afrique est dans l'accessoire et dit non, non, la corruption. Il faut combattre la corruption. Alors que la guerre est à la porte. Donc c'est un peuple qui n'a pas tiré les leçons de l'histoire, qui a connu un passé douloureux. Quand Trump, le président américain, a fait le premier tour en Asie, la Chine, Philippines et autres, Corée du Sud, Trump est passé par les grandes bases militaires à Hawaï. Il a mis les troupes américaines en alerte. Automatiquement, la Chine a répondu. La Chine, le président Xi Jinping, a demandé à l'armée chinoise de se préparer, de faire exercice à balles réelles pour se préparer à la guerre. Au même moment, le président Poutine demande à l'industrie d'armement de se préparer à la guerre. Et la dame, Madame Merkel, au forum, l'Allemande, il a parlé que l'Europe doit se préparer aussi à avoir une force militaire en dehors de l'OTAN pour faire face à ces menaces de la stabilité du monde. Je vais encore plus loin. Le monde arabe, les présidents, les fils un prince arabe, il a organisé l'Arabie Saoudite. Il a organisé à peu près 47 pays musulmans pour faire une coalition militaire sunnite contre les chiites, l'Iran avec les autres. Donc tout le monde se prépare à la guerre. Il n'y a qu'en Afrique où les gens prient pour la paix, où les gens créent des chaos, où les gens se battent contre la corruption. Donc nous sommes, je ne sais pas ce qui nous arrive, nous sommes aveuglés. Nous sommes aveuglés. Donc nous, qui lisons souvent, devons tirer l'attention. Parce que, vous savez, après chaque guerre, les puissants, donc les gagnants, se partagent toujours les espaces, les butins. On redessine les frontières. Or, quand vous venez dans le cas de l'Afrique aujourd'hui, vous prenez le nord de l'Afrique. Vous avez une base américaine. Vous avez la base française. L'Allemagne va s'installer aussi avec sa base. Vous prenez la côte de l'Afrique. Vous avez la Chine. La Chine qui a compris pour ses intérêts, il doit les défendre. Vous avez la Turquie. Vous avez le Japon. Ils ont des bases. Or, ces gens-là ne vont pas se battre pour notre bien. Le jour où vont la guerre éclater, ils vont trouver un compromis. C'est se partager l'Afrique. Donc nous sommes sur ce que j'appelle, on est en train de préparer le partage de l'Afrique 130 ans après. Il n'y a que les Africains qui ne comprennent pas. Donc il faudrait que ce que nous faisons ici, du Congo, avec notre Église,
qu'ils sachent où est l'essentiel, où est l'accessoire. Donc il y a une face cachée de cet iceberg-là, ouais, que les autres n'arrivent pas à déceler. Non, il n'y a qu'une cache, parce qu'on voit ce qui est visible, on voit ce qui est ce que vous appelez secondaire, apparent. Exact. Mais les vrais problèmes se trouvent dans la surface même. Parce que quand vous regardez plutôt dans la profondeur. Dans la profondeur. Regardez les communautés de l'Église. L'Église n'attaque pas le capitalisme, n'attaque pas l'impérialisme. L'Église n'attaque pas ceux qui nous font des guerres. Ils les connaissent. C'est l'Occident. On détourne l'attention sur le gouvernement. C'est une diversion. Et l'Église portera une responsabilité dans l'histoire d'être à la base de l'implosion du Congo. Et là, quand je parle l'Église, c'est l'Église en tant qu'institution. Je ne parle pas l'Église en tant que comité de croyants. Là aussi, les gens, quand on reçoit des réactions lorsque vous parlez de l'implosion ou la balkanisation du Congo, M. Mulumba Kabwa Freddy, on dit que les arguments que vous avancez ne sont pas très scientifiques, dans la mesure où ça a réussi peut-être au Sud-Soudan, ça a réussi peut-être ailleurs parce qu'il y avait deux religions distinctes. Il y avait les musulmans et de l'autre côté il y a les chrétiens, ainsi de suite. Il y a deux races distinctes, deux peuples distincts, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui motiverait le Congolais à subir ça alors que nous avons plusieurs religions, nous avons plusieurs populations, nous avons plusieurs langues, ainsi de suite? Qu'est-ce qui pourrait motiver qu'il y ait balkanisation et implosion? C'est l'ignorance de l'histoire. Ça, le problème ici. Il dit il faut que les gens tirent les leçons du passé. Un passé récent. La Libye, on prévoit déjà 3 États. Ce jour-ci? Oui, déjà. Les cas circulent. La Libye. Est-ce que la Libye est-ce que c'est le même peuple, hein? Même religion? Qui a fait la guerre? C'est l'Occident. Pourquoi l'Occident l'a fait? Pour écarter la Chine du jeu et deuxièmement contrôler le pétrole. Donc les capitalismes connaissent des mutations. On s'en fout de vous. On s'en fout de ces nègres. Parce que dans l'imaginaire des géopolitologues occidentaux, l'Afrique, c'est un continent de manœuvre entre grandes puissances. Il y a des Africains qui ne comprennent pas, qui sont dans l'accessoire. Les cas du Soudan. Vous savez qu'on a coupé le Sud-Soudan. Et les Sud-Soudan sont sous contrôle des multinationales américaines. C'était pour empêcher la Chine d'accéder au pétrole. Mais côté développement, c'est chaos. Ah, mais tu vois les Sud-Soudan, tu vois des petits nègres. Les mêmes acteurs qui venaient faire du bruit pour que. Tu vois que ceux qui disaient qu'en disant on va couper le Soudan, il y aura la stabilité. On voit les nègres en train de se battre. Et les Occidentaux vendent des armes aux Soudanais. Et à l'opposition au pouvoir. Ils sont têtus. Donc il y a une dimension que beaucoup d'Africains ignorent. Je dis que nous devons faire par tous les moyens pour apprendre l'histoire et tirer des leçons. C'est capital. Dernièrement... on peut aller à côté de la République centrafricaine. Non, là il n'y a plus d'État. Il n'y a plus d'État. Alors qu'il y a 12 000 casques bleus. Aux élections, si nous allons aux élections, on va vous donner de l'argent. Jusqu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Non, le problème est que les enjeux sont ailleurs. Ce sont des enjeux géopolitiques. Il n'y a que les Africains qui ne comprennent rien. Nos élites sont corrompues. Nos élites sont aliénées. Ce sont les Mujunga Anasema. C'est que les Blancs disent la vérité, malgré nos diplômes, nos thèses de doctorat. Nous nous battons pour ça. C'est pour manger, dormir. Et non pour orienter notre peuple, nous orienter les élites politiques. Il faut qu'il y ait un débat. Est-ce qu'il y a un débat géopolitique ici? Il n'y en a même pas. Alors que quand vous parlez plus du 23, non. Effectivement. Et quand il y a libération de ceci, il faut que vous parlez plus de la politique que des vrais enjeux. Je parlais de la balkanisation. Le président soudanais, Béchir, était en Russie, voir Poutine. Il a demandé à Poutine de le protéger, donc de protéger le Soudan, parce que les Américains ont demandé à ce qu'on coupe le Soudan en morceaux, en 5 États. Le Soudan est à côté de nous. Et quand vous prenez notre dimension et notre État là, avec les richesses que nous avons, vous pensez que nous sommes à l'abri? Et le problème des Africains, ça, nous sommes très faibles sur le plan culturel. On nous a tués. On fait plaisir. Nous refusons par procuration. Avec nos diplômes, on ne pouvait pas rester dans ces conditions. Il y a même une personnalité, je crois, américaine. Je crois que
je me trompe peut-être, c'est pas Herman Cohen ou je ne sais pas, en tout cas, il y a une personnalité occidentale qui affirme que plus les États sont grands, moins on a de l'intelligence pour les diriger. Il faut les amoindrir et les saucissonner. Et là, ça devient, parce que très souvent on lit que les auteurs occidentaux. Il y a dernièrement un auteur russe qui a publié un ouvrage en 2015 sur la guerre hybride. Comment l'Occident fait? Puis on parle de la guerre hybride ces derniers temps. Oui, oui. Donc cette guerre hybride, comment l'Occident fait pour empêcher la Chine, avec son projet Une ceinture, une route, de s'étendre. Donc il y a déjà une compétition entre l'Amérique et la Chine. Je ne dis pas un affrontement, je dis une compétition. Donc la Chine a proposé une ceinture de route. Et dernièrement, le président Trump a publié, je pense, un truc sur, en tant que je regarde, excusez-moi. Oui, non, je te dis, Moulouba, toujours ces recherches. Oui. La stratégie de la sécurité nationale américaine pour l'Afrique. C'est fin 2017. Et Trump dit, donc la stratégie pour les Américains, la Chine est présente en Afrique, elle est dans les mines. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi qu'on ait en Afrique pour produire quelque chose de qualité, afin de faire, d'être comme une alternative à la Chine. Donc il y a déjà une compétition à ce niveau-là. Est-ce que les Africains sont conscients? Et quand j'ai parlé de la guerre hybride, c'est par rapport à une ceinture, une route. Dans cette guerre hybride, l'Occident fait par tous les moyens, donc avec l'Amérique en tête, d'empêcher la Chine d'investir en Afrique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des chaos. Première instabilité. Premier cas, l'instabilité. Comme ça, la Chine ne saura pas s'installer. Ce qui s'est passé en Libye, avec la guerre, aujourd'hui, la Libye était gouvernable. La Chine avait beaucoup investi. Et il y avait près de 30 000 Chinois qui ont été récupérés par leur État. Ce qu'ils ont fait au Sud-Soudan, où il y a du pétrole, les gens s'entretuent, on ne sait pas l'exploiter. Les Sud-Soudanais meurent de faim. Et on voit des bienfaiteurs venir donner à manger aux petits nègres négligents avec des moustiquaires, avec des mouches à la bouche. Alors qu'ils sont assis sur une richesse. Donc tout ça, empêcher la Chine de mettre la main. C'est la guerre hybride. Deuxième cas de guerre hybride, c'est utiliser, soit à l'intérieur, c'est comme les cas chez nous, les ONG, avec leurs médias, pour créer un chaos et empêcher à ce que la Chine puisse, comment dirais-je, mettre en pratique son projet, une ceinture, une route. C'est ainsi que vous voyez chez nous des ONG financées par l'Occident qui vous réclament des élections, qui vous réclament les droits de l'homme, bonne gouvernance, qui font des manifestations de manière régulière. Ce n'est pas pour créer la démocratie, c'est pour créer un désordre, pour que la Chine ne puisse pas réaliser son projet. C'est la guerre hybride. Il y a aussi autre chose en dehors de ça. On peut créer des guerres par procuration. On met le Rwanda, l'Ouganda, on donne des armes, et puis vous créez des désordres, vous ne savez pas aller plus loin. Donc nous sommes dans une situation telle qu'aujourd'hui, et ça je demande à ce que nos élites intellectuelles fassent des recherches. On ne peut pas comprendre, après tant d'humiliations, qu'on n'ait pas tiré les leçons d'histoire. Donc pour comprendre notre situation, deux éléments. Relire l'histoire et tirer des leçons, et voir les acteurs géopolitiques. Donc nous quittons le monde unipolaire vers un monde multipolaire. Et dans ce monde multipolaire, on ne sait pas, d'ici 2030, qui seront les véritables acteurs. Et je préfère que beaucoup de gens, quelquefois, on lit beaucoup, Moulumba raconte cette histoire à la télévision. Il y a les livres présentés par Bruno Tertre,
les 20 prochaines années, l'avenir vu par le service de renseignement américain. Le livre est là, il est là. Et qu'est-ce que l'homme dit? Je préfère lire un peu la conclusion. De cette analyse, cette synthèse découle 3 scénarios possibles. Un monde en proie au protectionnisme et à l'isolationnisme. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, un monde dominé par quelques grandes sphères d'influence et blocs régionaux. Ou enfin, troisième, un scénario mettant en avant la naissance des mondes dans lesquels les États auront moins de pouvoir, contrairement aux entreprises, réseaux sociaux, églises, associations. Penser le futur aide à vivre le présent et à agir. Donc, nous sommes entrés dans un autre monde après la guerre froide. Donc, le drame est qu'au Congo, nos élites réfléchissent encore avec une grille de lecture, la guerre froide. C'est fini. C'est terminé. Donc, nous devons nous adapter. Je pense que la révolution numérique a amené une nouvelle donne. Les peuples qui ne seront pas organisés vont payer. Et parmi tous les peuples du monde, il n'y a que les Africains et surtout les Africains noirs. Donc le travail à faire actuellement, c'est de déconstruire ce que l'Occident nous a fait pendant 130 ans de la colonisation. Et reconstruire notre imaginaire. Ça signifie quoi? Revoir le système d'enseignement, apprendre notre propre histoire, apprendre notre propre philosophie, reconstruire d'autres modèles, d'autres références. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Et ma crainte est que si nous ne sommes pas conscients, on va nous laisser comme là des idiots, on s'entretue entre nous, noirs et congolais. Les blancs, les occidentaux viennent vendre des armes parce que ce sont des vendeurs d'armes. Sans armes, il n'y a pas d'économie chez eux. Et surtout que la crise qui vient fera, c'est que bientôt, ils seront tous pauvres. Et quand quelqu'un est pauvre, il a des armes, il fait comment? Il va vous piller. Donc, que faire? Des choses. D'abord, libérer l'imaginaire. Construire une imaginaire de combat, des gens debout, capables de sacrifier pour les générations futures. Deuxième chose, avoir une armée. Tout est question de rapport de force. Voilà. Donc, qu'on prenne tous conscience, mais ce qui est sûr, nous sommes sur ce qu'il peut appeler la deuxième indépendance. Ça, nous tendons, qu'on le veuille ou non, l'Afrique sera libre, indépendante, et le Congo sera debout, mais avec des hommes debout, les yeux ouverts. Voilà. Merci beaucoup. Ce sera en tout cas votre dernière phrase, Monsieur Mulumba Kawaii Freddy. Vous êtes directeur général du magazine La Renaissance, le magazine L'Afrique Libre. Vous êtes panafricaniste, amoureux du Congo. Je dirais même que vous êtes aussi bien perché autour d'une tour de garde. Vous êtes en train d'appeler à ce que les Congolais puissent se réveiller pour que le pays ne soit pas morcelé et qu'il ne puisse pas partir en fumée. Voilà. Nous avons suivi, mais la vérité doit réveiller les Congolais. Les Congolais doivent comprendre. Donc, ceux qui ont compris que le Congo est sous une situation critique, déplorable, doivent comprendre. Et les Congolais doivent sortir de l'imbécilité. Parce qu'il y a pas mal de Congolais qui sont devant les téléviseurs en train de regarder le football. C'est malheureux. Congolais, mawa. Mawa mingi, peuple congolais. Comment Bokoki bota la football, bazo violé na kif, bazo massacré na kif, bazo massacré na Kasai. Hein? Bozota la football. Congolais. Bozana elo côté na mutu. Mawa. Mawa. Mawa, peuple congolais. Mawa. Vous êtes un peuple compliqué. Mais l'alerte, nous, on va continuer à donner l'alerte. On va continuer. On va continuer à faire un travail pour que le peuple congolais prenne conscience. Parce que l'heure, elle est grave. L'heure, elle est grave. Mais les Congolais doivent comprendre qu'ils doivent avoir les yeux grandement ouverts
Les Africains doivent comprendre qu'ils doivent avoir les yeux grandement ouverts. Car l'Africain qui ne comprendra pas, demain l'Africain, il va grincer ses dents, mais il sera trop tard. Écoutez bien, il sera trop tard. Parce que les Blancs, ils sont en train d'aller dans un style très très catastrophique. Très catastrophique. Donc, le direct là, je vais prendre fin. Et donc, portez-vous bien. Et à bientôt. Que Dieu vous garde. Bye bye.